Bon, et le livre, c'est quoi? Le livre, c'est Houri. Ah, c'est un livre? Oui, c'est un livre, Houri. Ah, mais le livre, bien sûr. De Kamel Daoud. Oui, mais le film, comment il s'appelle? C'est pas de film, je vais parler juste du livre. Non, mais tu as dit, je vais parler de la légende d'Oshi. Voilà, c'est Oshi, oui, bon, d'accord, ok. Et de Houri. Ça y est, j'ai compris. Bon, mais on est bon. Je vais commencer avec la légende d'Oshi. Donc, la légende d'Oshi, troisième fois. D'office, carrément. Est sorti fin avril, je crois. C'est un film très particulier, en fait, si tu veux, parce que je l'ai à la fois aimé et détesté. C'est rare pour moi de voir un film, si tu veux. Bon, déjà, je vais le résumer. On est quelque part en mer Noire, présumément vers la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie, on ne sait pas. Quoi, tu vois, en tout cas, c'est pas des Turcs. Il y a une île qui s'est récemment ouverte à la modernité. Et sur cette île, il y a des petites créatures formidables qui s'appellent les Ochi, d'accord? Il y a un papa qui chasse les créatures parce qu'il les aime pas, parce que... Comme toi, quoi, en fait. Non, parce que pourquoi pas. Sa fille adolescente croise un petit Ochi qui s'est égaré et elle va essayer de le sauver. Son papa s'en rend compte, donc il va pourchasser sa fille pour éviter qu'elle sauve les Ochi et pour la ramener à elle parce que le patriarcat, quoi, si tu veux, voilà. Et en fait, d'un côté, c'est vraiment du pur 50-50, si tu veux, ce film. C'est esthétiquement parlant, c'est formidable. Ça te fait penser à du Parajanov, d'une certaine époque, qui s'inspirait lui-même de Disney. C'est vraiment, plastiquement, ça te rappelle les meilleurs Disney des années 30. Les couleurs, les cadrages, le décor, tout est absolument merveilleux. Le jeu des acteurs est extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'il y a un contraste donc, qui se joue entre les lumières, les cadrages, les créatures fantastiques qui sont faites, je pense, en concret avec des vraies marionnettes, si tu veux, il y a quelque chose de formidable. Les acteurs qui jouent naturellement, donc ça crée un contraste, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, tu as envie de les baffer. Parce qu'en fait, tous les acteurs sont des archétypes totaux de tropes modernes du style le papa il est patriarcal, la mère c'est une sorcière néo-féministe, elle l'héroïne c'est une jeune fille typique de l'adolescente mal dans sa peau. Donc dès qu'ils ouvrent la bouche t'as envie de les gifler tellement c'est une évidence que c'est une métaphore, si tu veux. Et donc d'un côté je conseille le film pour son esthétisme, mais d'un autre si vous êtes sensible aux tropes modernes où ça vous énerve de voir en fait des choses archétypales en termes de personnages, je vous le déconseille parce que ça énerve. Je sais pas ce que tu en penses toi Bah je sais pas, d'abord j'ai pas vu le film et puis deuxièmement est-ce que c'est pas voulu? Bah c'est maladroit. Tu vois, mais, oui, fait, mais c'est peut-être maladroit, mais est-ce que c'est voulu pour faire... Est-ce que c'est pour les enfants d'abord ou pas, ce film? Adolescents, enfants, mais voilà. Jeunes adultes. Enfin, non, donc il croit toujours qu'il faut avoir un message. Voilà, c'est ça, mais il y a toujours des messages. Quand tu prends E.T., il y a des messages et même il y a des archétypes. Quoi, Titi et Gromini? Dans E.T. Ah, E.T. De Spielberg dans les années 80. C'est enfantin, mais c'est pas idiot. Eh ben, dans Titi et Gromini aussi, il y a un message. Oui, enfin bon, c'est pas la même chose. En fait, si tu veux, quand tu prends E.T., c'est le même principe. D'ailleurs, la musique du film Ochi est formidable. Moi, j'adore E.T. Moi, j'adore E.T. Il y a un message, mais pour autant, ça travaille l'esthétique du film. Le message n'est pas les adultes sont des imbéciles, les enfants sont des innocents, tu vois. Ça reprend une critique de la société réganienne de l'époque en sous-texte. Ça se passe dans les banlieues américaines, c'est à l'époque des films de banlieue, ça parle au fait, ça parle de l'enfance, de la fin de l'enfance, de la crise de la famille aussi, tu vois, puisqu'il est issu d'une famille, la mère est divorcée, ils sont un peu seuls, donc ils se cherchent, tu vois, il y a tout ça qui travaille le film, mais indirectement, ça reste un extraterrestre perdu, l'enfant le récupère et il doit le chercher il doit chercher un moyen de l'aider à rentrer dans sa famille, mais c'est ça le cœur de l'histoire, si tu veux. Et tout autour, il y a un sous-texte, mais le sous-texte n'est pas le texte en soi. Tu vois, il reste à sa place de sous-texte, et du coup, tu t'attaches aux personnages qui ne sont pas juste des manifestes politiques. Là, le fait qu'il y ait une telle évidence que chaque personnage soit des métaphores, en fait, de problèmes, de sujets sociétaux, y compris le féminisme, le patriarcat, c'est tellement évident qu'au final, toute l'histoire de ramener le jeune Oshi auprès de sa famille d'Oshi, eh ben, ça devient juste un prétexte, justement, à parler de politique. Et en fait, la politique vampirise le film. Et du coup, là où, normalement, ce genre de film te parle de la société en sous-texte, mais te font voyager dans un univers merveilleux, là, tu es constamment ramené à la réalité par la politique, justement. Tu vois, c'est comme si à chaque fois que tu commençais par l'esthétisme à être dans le film, tu es sorti du film par les propos politiques du film.
Tu vois ce que je veux Alors dire? en fait, comme tu disais, que c'est inspiré de Walt Disney des années 20-30 Quelque ou chose comme ça. 30-40. 30, 40, 50. Mais l'idéologie, c'est le Walt Disney des années 2025, c'est ça, c'est-à-dire le c'est wokisme. et compagnie, Voilà. exactement. Ou en tout cas, le néo-progressisme, tout ce que tu veux. Enfin, je sais pas, parce que c'est pareil que maintenant, il faut pas dire wokisme. Enfin, bref, je m'entends. Wokisme, on s'en C'est-à-dire donner des leçons de morale à ces pauvres gens C'est ça, ou qui illustrer par la morale. eux-mêmes ne savent pas. Voilà, en fait, et c'est toujours encore. une Bah, c'est fois, ça le cinéma maintenant, c'est devenu des outils de propagande. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, ce film avait toutes les qualités pour être un grand film, un grand premier film, mais il ne l'est pas à cause de son message trop évident. Mais alors à quoi il ressemble? C'est parce que je l'ai pas vu et Là, tu j'irai vois le pas. parcours de ces jeunes filles qui Non, mais à récupèrent- quoi ils ressemblent ces outils là? C'est quoi comme C'est- animal? C'est quoi? Yoda en plus C'est petit. comme ah des Yoda. Enfin non, le bébé Oshi ressemble à Yoda, les gros Oshi ça ressemble parce que c'est un enfant et gros Oshi j'ai une espèce c'est entre Les le gros gorille, ours. entre le gorille et la chauve-souris. Ah bon. Mais ils Voilà. sont méchants en fait. Bon, pas vraiment, non, ils chantent. Mais qu'est-ce qu'ils font alors à part ça? Ils font de la cueillette, ils font Oui, quoi? c'est ça, ils sont dans les arbres, ils sont tranquilles. En fait, c'est la métaphore des. Bah oui, c'est ça. C'est l'homme colonisateur. Il y avait un pays édénique où C'est les ça, Oshis voilà, en gros. vivaient. Ils sont gentils, ils sont en phase avec la nature, Voilà, évidemment. D'accord, ok, vois, on bah- a compris. C'est toujours un peu simpliste quand Et même. voilà. Mais hein. alors que quand tu prends E.T., tu sais pas ce que les E.T. Ah, ils viennent faire là. Ils sont juste là. Tu sais pas E.T., pourquoi. tu veux dire le film de de Spielberg? Spielberg. Mais il y en Moi, a qu'un. Il y en a qu'un. Non, E.T. au début, il y a les E.T. qui arrivent. Oui, et mais enfin, partent à la fin. on voit la soucoupe Voilà. volante. Mais tu sais pas qui ils sont, ce qu'ils viennent faire. Ils viennent collecter des choses. Bon, tu ne sais pas s'ils sont au début gentils, méchants. Tu sais pas. C'est juste des extraterrestres. Oui. Tu vois, là, il y a cet attachement. En fait, c'est en phase avec la nature. Donc, avant la nature, tu sais, le jardin d'Éden, tout était formidable. En phase avec la nature, les êtres humains sont mauvais, etc. Et j'ajoute que au début du film, il y a la jeune fille, enfin, qui dit, je crois que c'est la jeune fille qui est en voix off, qui dit, avant, on était sur une île isolée, et puis tout d'un coup, la modernité est arrivée. C'est une manière de justifier qu'ils ont des voitures, qu'il y a comment ça s'appelle, un centre commercial, mais que le père, il a une armure, tu vois. En fait, tu as vu les films de Terry Gilliam, notamment des frères Grimm, là, il l'a fait au début Oui. des années 2000, qui était pas mauvais, un peu rude, dur à comprendre, enfin, pas dur à comprendre, mais on pensait que ça pouvait être en fait, c'est du Terry Gilliam, c'est quelque chose pour adultes. Tu vois, les frères Grimm, voilà. Les frères Grimm, ou même les autres films de Terry Gilliam, tu vois, où c'est très, très noir, très Oui, sombre. oui, oui. Il n'y a pas de modernité. Enfin, voilà, tu vois, on est dans le Moyen-Âge, on est dans une époque. Là, on est entre deux, quoi. On est entre deux, mais parce qu'en fait, je pense qu'il n'avait pas les moyens. Et en fait, il justifie par le scénario. Seulement, la justification, c'est comme les propos politiques, est tellement évidente que tu dis. Il y a combien non, de scénaristes? Je sais pas. c'est lui le scénario. Il est est tout seul crédité au scénario. de Ah, son c'est film. pour ça, alors bon. Voilà. Bon. Alors, Bref. ben écoute, merci, mais ça me donne pas vraiment envie d'y aller. Hein. Mais bon, on verra peut-être si je me trouve 3 heures 3 heures de temps Non, à c'est perdre. 1h40, c'est vite fait. Ah, bah ça va alors. Non, bah parce que moi j'en ai un peu marre des films. Alors moi, j'ai un peu par rapport aux joueurs de Go de Kazuya Shiraishi. Voilà, je Ah, suis t'es obligé, j'ai obligé de lire. Bah, alors, ça, c'est un film qui est sorti, quoi, il y a 15 jours, un peu plus, 3 semaines, enfin bref. Alors, j'ai un peu la même réaction que toi, parce que, pas pour les mêmes raisons. Mais, alors, c'est un très beau film. C'est un film, moi, qui fait penser un petit peu à Kurosawa. Enfin, on revient à la tradition du cinéma japonais. Il n'y a pas de leçon de morale. Elle est sous-jacente, mais c'est très fin. Elle est pas franc, elle est pas directe, tu réfléchis. Bah oui, quoi. bah c'est pas les samouraïs pour les nuls. Bah voilà. oui, Alors non, je vois. c'est même le contraire, parce que justement, moi au début, pendant une demi-heure, je me suis quand même un Ennuyé. petit peu ennuyé. Pas ennuyé parce que en fait, moi j'adore tout ce qui est extrême oriental, mais je perds un temps fou à essayer de comprendre qui fait quoi, qui est quoi, parce qu'ils sont tous plus ou moins c'est toujours un peu dans le clair-obscur, alors on voit pas bien qui est quoi, les costumes de samouraï, les batailles magnifiques avec les sabres, puis les accusations, c'est toujours ambigu, c'est toujours suggéré, Dans le non-dit ou ce genre dans de le non-dit. Alors, donc, c'est l'histoire d'un samouraï dont la femme est morte et qui vit chichement avec sa fille, puisque elle a plus de maman, sa fille Edo. Et on va l'accuser, à tort évidemment, de malversation. D'accord. Et voilà. Et donc, tout le film va raconter comment il va obtenir réparation.
Et c'est à travers la symbolique du jeu de Go. C'est un jeu qui se pratique beaucoup et qui est un jeu assez difficile, qui n'a rien à voir avec les échecs. En fait, moi j'y ai déjà joué, mais c'est très très difficile. C'est un jeu de stratégie. Il faut non pas manger comme avec les dames, il faut encercler son ennemi. Voilà, ben, c'est un jeu de guerre en fait. Et donc, c'est une métaphore sur cette... voilà. Alors, il a déjà réalisé L'Aube des Félines, The Queen of Villains et Rebels, cet auteur. Donc, c'était des films qui se passaient dans la modernité. Et là, il retourne au Japon du Moyen-Âge. Féodal. Voilà, au Japon féodal, avec les samouraïs, avec le culte donc, de l'intégrité, c'est presque... Est-ce qu'ils sont vraiment... Parce que moi, je me rappelle de Harakiri, ce film... Il y en a un qui demande il n'arrive pas à se faire harakiri, mais il demande qu'on le lui fasse. Tu parles dans le film, oui. Toi, tu parles de quel film? D'un film qui s'appelle Harakiri, qui est sorti dans les années 60. Alors, je ne sais, le nom du réalisateur m'échappe. C'est justement, il montre la corruption. Il y a l'image des samouraïs qui se veut très très noble, mais en fait, c'est tous des pourris, si tu veux. Et ils sont là pauvres, aussi, justement. Et il montre, en fait, Harakiri, c'est pour se sauver. Enfin, comment expliquer? C'est quand on a subi. C'est comme lui, là. Ses ventres, on se coupe la tête. Le truc, c'est que dans le principe du film de Harakiri, c'est qu'il y a des problèmes d'emploi de samouraïs, parce qu'il y en a trop, puis il y a des problèmes économiques. Donc, il y a il y a des samouraïs qui prétendent se faire Harakiri, mais qui, du coup, n'ont pas la vraie intention de se faire Harakiri. Ils ont intention de se faire embaucher, si tu veux. Sauf qu'à un moment, il y a des samouraïs qui en entendent parler. Mais là, alors on est dans, je vois, mais je l'ai pas vu, mais c'est dans une autre thématique. En fait, lui, il n'y a pas ce regard. Enfin, si, il y a un regard critique, parce qu'en fait, il y en a, comme partout, c'est pas des petits saints non plus, les samouraïs. Mais lui, il est pur, par contre. Le papa de Edo, il est pur. Mais il y a d'autres samouraïs qui sont des samouraïs soit à la retraite, soit au chômage, on va dire pour faire vite, qui lui tendent des embûches, des choses trappes. Donc c'est pas tous des anges, c'est pas tous des non, mais c'est pas un univers idyllique, loin de là, parce qu'il y en a un d'entre eux qui, après je vais pas raconter le film, mais en fait, qui avoue qu'il avait voulu coucher avec la femme et que en fait la femme n'est pas morte par accident, sa femme à lui, à ce samouraï pur là, mais c'est qu'elle s'est suicidée parce qu'elle avait. Alors c'est beaucoup fondé sur le code de l'honneur. Et ça, c'est quelque chose qui est Mizoguchi, Kurosawa, et qu'on ne voit plus du tout. Alors, ça existe. Moi, je suis déjà allé au Japon, mais on le voit pas dans la vie de tous les jours. Mais c'est encore inscrit dans la société traditionnelle, même la société actuelle japonaise. D'accord. Mais est-ce que ça durera? Je sais pas. Parce que là, nous, en Occident, on est dans une société où la parole n'a plus aucune. On donne la parole à quelqu'un et on peut se dédire dans la seconde qui suit. Comme on est noyé dans des discours complètement différents, c'est-à-dire qu'un jour, un chef d'État que je ne nommerai pas peut te dire la clodo machin, la chloroquine, la je sais pas quoi, le désherbant, c'est pas cancérigène. Et le lendemain, dire le contraire. C'est le en même temps permanent. Voilà. Donc là, on n'est pas du tout. On est dans la parole donnée et voilà, et aller jusqu'au bout. Soit pour se faire harakiri, comme a fait Mishima, l'écrivain japonais, quand il est arrivé au bout de sa possibilité de créer, il s'est fait lui-même sapuru, c'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire passer la lame. Seppuku. Et après, on demande à un camarade de te couper la tête. Enfin, normalement, on le fait avant qu'on commence à s'éventrer, parce que sinon, c'est ça. En fait, mais j'ai pas pris de cours de seppuku, mais enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, je le sais à cause de Ronin, de John Frankenheimer. Ah oui. Quand j'étais petit. Très beau film, ce film. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est un film, évidemment, que je recommande vivement. D'accord. Alors, moi, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai été un peu occupé au mois d'avril. Moi, j'aimerais revenir sur un film qui est Le Conclave. Parce qu'en ce moment, le pape est mort, donc là, il va y avoir un conclave. Et en fait, quand j'ai vu ce film, Le Conclave, j'ai plutôt aimé ce film, parce que c'est un espèce de thriller, un pape meurt, et on voit en fait un conclave qui se passe. Moi, j'ai pas aimé du tout. Avec l'excellent Ralph Fiennes, je trouve qu'il est très bon, et on voit les intrigues entre les cardinaux pour se faire élire pape. Et en fait, le film fonctionne, c'est un jeu, au fur et à mesure, il y a un petit grain de sable, et on voit qui est honnête, qui est malhonnête, les sales coups qui peuvent se faire. Et en fait, le film est basé sur la surenchère. Il se passe des événements petit à petit, et on voit que malgré le fait que le conclave se veut fermer, il est plus ouvert qu'on ne le croit. Et en fait,
moi, j'ai trouvé que c'était très efficace, c'était très bien filmé, très bien joué. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a une surenchère en trop dans le film, un retournement de situation qui est un peu un espèce de Deus Ex Machina. Donc le Deus Ex Machina, c'est un truc, c'est une intervention divine. Normalement, les personnages sont supposés mourir. Un truc que tout le monde connaît à la fin de Jurassic Park, il y a des héros qui sont encerclés par les raptors et tout d'un coup, le T-Rex arrive et les niaffe. Un coup de théâtre. Voilà, coup de théâtre. Enfin, le T-Rex, l'un des principes du T-Rex dans le film, c'est de faire du bruit. Là, il n'a pas fait de bruit. Il arrive, il les mange, les vélociraptors, sans avoir fait le moindre bruit. C'est Deus Ex Machina, quoi, tu vois. Enfin, même si, intelligemment, tout le film est basé là-dessus, justement, parce que c'est le principe de la nature qui est déréglée, d'un dérèglement permanent, et Spielberg jouait là-dessus. Et dans le film, il y a un dérèglement aussi qui se produit. D'une part, on ne voit pas ce qui se passe, et d'autre part, il y a quand même l'extérieur qui arrive avec des attentats, ce genre de choses qui influent sur quelque chose qui se voudrait fermer. Et en fait, il y a quelque chose qui arrive, qui est un peu trop, un espèce de retournement de situation finale qui est beau scénaristiquement, mais qui à un moment manque de crédibilité, si je puis dire, parce que ça fait un petit peu un trop-plein. Donc de ce point de vue-là, ne serait-ce que scénaristiquement, c'est intéressant, c'est là où on voit où un scénario qui est très bien ficelé n'est en soi pas crédible sur la fin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le film n'est pas tout à fait un échec, c'est un bon film, un bon thriller, mais où on voit qu'un scénario qui est très bien écrit peut avoir des problèmes de crédibilité où on n'y croit pas sur la fin, où on n'y croit plus parce que justement c'est trop parfait. Tu vois, il y a un trop plein. Et quand tu vois par rapport à la réalité, là, on voit ce qui se passe avec le pape François, sa mort. Quand on voit les images, on y croit encore moins, si tu veux. Tu vois, il y a quelque chose de fantasmagorique sur le pape, sur l'élection d'un pape, sur cet environnement fermé, tu vois, qui fait qu'on fantasmagorise, justement. Comme c'est quelque chose de fermé auquel on n'a pas accès, c'est propice à la fantasmagorie. Mais je me demande, en fait, si c'est pas tiré de l'histoire c'est le conclave qui a mené au pouvoir le pape Jean-Paul Ier, je crois. Qui est mort ensuite? Non, oui, qui a régné pendant 15 jours, 3 semaines. 2 semaines, un mois. Enfin il se serait fait très peu de temps. Assassiné par la mafia. On ne sait pas, on l'a trouvé mort en fait. On suppute. Comme c'est un lieu clos et... Excusez-moi, mais c'est le thème aussi du parrain. Du parrain 3. Oui, le parrain 3, c'est exactement ce qu'il montre aussi. On suppose qu'il a été assassiné par la mafia, on ne sait pas, il y a beaucoup de sous-entendus. C'est même mystère qu'autour de Marilyn Monroe, quoi. Ce film, on peut le relier à Da Vinci Code aussi, qui a été écrit par Dan Brown et qui a été mis en scène. Et en fait, moi, je trouve assez fascinant, justement, cette fascination. Dès qu'il y a un endroit un peu fermé qui échappe, justement, qui est dans des transitions un peu anciennes, où on ne contrôle pas, justement, où il n'y a pas de caméra dessus, c'est propice justement à l'imagination et immédiatement, on imagine des choses sombres et extrêmement... Exprès, alors que quand tu prends un film comme Habemus Papam de Moretti, tu vois, c'est l'opposé, il n'y a pas de combat d'ombre, tu vois, au contraire des gens extrêmement humains dans ce film, tu vois, et c'est ça que je trouve intéressant. Humains, c'est-à-dire avec leurs défauts et leurs qualités. Avec leurs défauts, avec leurs qualités, mais aussi avec leur simplicité. Il n'y a pas de complot, c'est juste des êtres humains normaux, pas dans le conclave. Si tu veux, tu vois, il y a cette espèce d'idée du pouvoir, de contrôle, alors qu'en fait, dans les faits, même si l'Église a un pouvoir spirituel, occulte, mais elle a plus le pouvoir qu'il y avait il y a 2 siècles, ne serait-ce qu'il y a 1 siècle. Tu vois, et c'est assez intéressant de revoir le conclave et de voir aussi Habemus Papam de Moretti et de comparer, tu vois, de comparer les choses, et y compris avec les mises en image qu'on a aujourd'hui de la mort du pape François, et de se dire qu'est-ce qui est le plus sérieux, qu'est-ce qui est le plus réel? Est-ce que c'est pas juste une fantasmagorie de notre part? Tu vois, qu'est-ce qui est de la part fantasmagorique et qu'est-ce qui est la réalité? Tu vois, et comment est-ce qu'on se perd justement dans les supputations, je trouve, un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que j'aime ni l'un ni l'autre, ni Habemus Papam, ni Conclave. Habemus Papam. Non, franchement, je trouve que moi, j'aime pas trop Nanni Moretti, mais là, je trouve Habemus Papam un film un peu raté. Ah bon? Ah oui, franchement, bon, enfin bref, la chose que j'ai aimée dans Conclave, c'est on va rire de moi, mais c'est les décors, c'est l'ambiance, justement. Cette ambiance lourde, pesante, d'intrigue, de machiavélisme, c'est ça qui m'a plu. Bon, après, le reste, moi les élections de pape, je ne sais pas, ça m'intéresse le décor est formidable et étouffant, mais je pense que c'est la mise en scène qui le rend particulièrement étouffant aussi. Il y a quelque chose d'artificiel
il y a une artificialisation sur l'étouffement dans ce film, tu vois, parce que c'est un thème scénaristique. Mais le problème, c'est que là, comme dans Uchi, enfin, c'est beaucoup mieux qu'Uchi, hein, mais c'est plus réussi. C'est très fabriqué, quoi. Ça fait un Voilà. peu téléfilm, j'ai trouvé, voilà. Ça fait Ça film rappelle de jusque-là. Netflix, voilà. Moi, j'ai trouvé que Plus c'était un film de très Netflix. Netflixien, comme Voilà, film. et peut-être- C'est propre, c'est... Alors voilà, on va vous faire... C'est trop parfait peur. scénaristiquement. Voilà, c'est parfait, mais Voilà. c'est plat, c'est fade, et c'est bon, ça m'a je rien m'attends- apporté. Et aujourd'hui, moi, je suis plus à la recherche de films qui peuvent avoir leurs défauts, mais qui sont réussis dans leurs défauts aussi. Tu vois, je parlais tout à l'heure de Jurassic Park. Je sais que ça, en apparence, ça a rien à voir. Ah mais ben, je crois que tu es un grand style... Spielbergien, Spielbergien, j'ai hein. grandi avec ces films. Mais tu vois, il y a tout un tas de faux raccords, mais il en joue. Tu vois, Mais il moi, joue j'aime beaucoup justement. Spielberg, attention, Oui, c'est pas un il est reproche. hein. assez intelligent pour jouer des défauts de son film, justement. Le fait de ne pas pouvoir voir, ça fait partie du film. Mais oui, vois, mais tu peux pas comparer Spielberg avec le type qui réalise Conclave, c'est Bah, pas pareil. il faut voir les bonnes choses. Là, aussi, faut lui, il comparer essaie avec de ça. faire un bon produit, un produit fini, Voilà. voilà, qui va attirer un maximum de spectateurs Et parce que ça joue sur tous les tableaux. Et je trouve que c'est quand même dommage de faire justement Voilà. des produits finis, de chercher d'abord à faire un bon produit fini avant d'essayer de faire des bons films. Moi, tu vois, c'est ça que je trouve. Donc, allez voir Conclave comme Ochi, et dites-vous bien que c'est des films qui ont de très bonnes qualités, mais qui sont handicapés justement par leur défaut de perfection, de volonté de perfection. Bon, alors moi, de toute façon, ce film n'a pas besoin de moi pour connaître le succès, la gloire, puisque Télérama, Le Monde, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. C'est La Chambre de Mariana de Emmanuel Finkiel. Et Je que, connais pas. alors, c'est un film. Alors, dire que c'est un film qu'on aime, non, parce que c'est un film quand même qui te travaille, surtout au niveau psychanalytique en fait. D'accord. Alors, Emmanuel Finkiel, c'est lui qui a fait par exemple En thérapie, hein, et il a fait aussi La douleur Alors, j'ai pas- avec la même Mélanie Thierry. Alors, La personne- douleur, Je tiens juste à dire que j'ai pas vu En thérapie, mais tout ce qu'on en a dit m'a gonflé. Personnellement, j'ai suivi un psychiatre pendant plusieurs années, excuse-moi, je me permets. mais Cette idée- permets-toi. cette idée de dire, Mais, grâce à un psy, je vais pouvoir m'améliorer, c'est peut-être toi. Moi, je déteste ça. non, mais c'est pas. Je cite parce que c'est dans sa filmographie. Et dans La douleur, j'ai La douleur. j'ai mais- beaucoup aimé la première partie, la deuxième partie, j'étais vraiment très énervé. Mais bon, après, voilà. Bon, enfin, le problème n'est pas là. La douleur était tirée d'un roman de Marguerite Duras et c'est pour faire un parallèle avec La Chambre de Mariana qui est tiré d'un livre de Aaron Appelfeld, justement, qui raconte l'histoire d'un enfant en 1943 en Ukraine, dont les parents sont juifs pharmaciens et vont être évidemment, Assassiné. non, déportés puis morts, évidemment. Assassiné. Et donc la maman confie cet enfant de 12 ans, ce petit garçon, à son amie d'enfance qui est prostituée. Donc cet enfant va être caché dans le placard où elle met ses vêtements, dans cette D'accord. chambre où on est un peu dans la problématique du voyeur. Alors évidemment, alors un peu comme dans La douleur. Ce film est à plusieurs niveaux de lecture. Alors, dans La douleur, ce qu'on voit, c'est évidemment quelqu'un qui revient de déportation, qui est tout maigre, qui a la dysenterie qui se fait sur lui. Et donc, c'était le mari de Marguerite Duras. Et elle, ce qu'elle raconte dans La douleur, alors je sais pas... mais non, elle était morte quand il l'a réalisé. C'est pas comme dans L'amant où elle a fait... Ouais, elle était je pas crois contente qu'elle- du film. Non, elle n'était pas contente. Mais là, comme elle était morte, il était tranquille. Et le film fonctionne. La douleur, c'est justement comment renouer avec quelqu'un qu'on a aimé et qu'on retrouve quelques années plus tard et qui a été complètement détruit par les sévices qu'il a subis. Et c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre avec cet amour qui s'en remettra? Et donc ça a rompu le mariage d'Antelme et de Duras. Voilà. Alors là, on est dans une autre problématique. C'est vrai qu'il y a le martyre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a pas que ça. Il y a qu'on voit cet enfant de 12 ans qui est au moment où sa sensualité, sa sexualité se réveille, et on est dans la problématique du voyeur, par exemple. Moi, j'ai pensé, par exemple, au film Le Voyeur, j'ai pensé également à Jean Eustache, c'est-à-dire que cet enfant voit la rue et les prostituées et les passants et les juifs qu'on rafle. Il le voit de la fenêtre, mais il ne peut pas se mettre comme ça à la fenêtre pour regarder. Il se cache, il voit par bribes. Et c'est un film très impressionniste. Et par ailleurs, comme quelqu'un a mitraillé la chambre, enfin, je ne vais pas raconter le film encore une fois, depuis
le petit placard qui est très fin, où il entend les ébats de cette femme avec les soldats de passage, les collabos, etc. Et il voit, il voit ses seins quand elle se lave. Et le film se termine sur une scène qui est... Alors, il a le courage de faire ça de nos jours, où les pères à la pudeur sont à l'affût, où c'est une scène très félinienne, parce qu'en fait, en même temps, quand il se cache à la fin... Il se masturbe en la regardant. Non, c'est elle qui lui donne à aimer une partie de son corps, voilà. D'accord. Et c'est la poitrine, c'est-à-dire la poitrine, c'est ce qui aux mammifères permet aussi de nourrir les enfants. Donc c'est un film, mais à ce niveau-là, hein, je dis, qui est l'évocation historique, elle est très bien aussi. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est un film qui travaille au niveau psychanalytique et c'est très fort. Voilà. D'accord. Donc tu as quand même aimé ce film. Ah oui, je peux pas dire qu'on aime ce genre de film. Moi, faut être vraiment maso pour dire j'ai aimé un film où on voit des juifs. Enfin, il y a des scènes qui sont terribles. Donc on peut pas dire j'aime ce genre de film. Par exemple, moi j'aime Le Pianiste, même s'il est terrible. J'aime moi aussi j'aime bien, mais je peux pas. Comment dire, c'est un peu comme nous quand on a interviewé Hélène Delprat, qui demande à un de ses étudiants des Beaux-Arts. Alors vous avez vu Salaud? Ouais. Oh, il dit c'est sympa. Oui, j'aime bien Salaud. Oui, mais tu trouves ce film sympa? Oui. Ah, mais c'est sympa. Eh ben là, c'est pas La Chambre de Mariana, c'est pas un film sympa, voilà. Mais moi, Salaud, moi je suis. Ah non, on va pas parler de Salaud. Tu as autre chose à dire maintenant. D'accord. D'accord. Ah non, hein. Ah mais là, on va attendre. Mais là, on va rester dans le. Là, on est dans le quartier latin. Dans le glauque et dans le sordide. J'avais évoqué que je lisais Oury, je crois, la dernière fois. Donc là, j'ai pratiquement fini le livre. Et j'aimerais en reparler. Il faut vraiment lire ce livre. C'est un livre formidable, très exigeant. Je conseille de le lire en une fois, enfin pas en 24 heures, mais le plus possible. Parce qu'en fait, c'est quasiment un film, c'est un livre extrêmement moderne. On est du point de vue d'une femme enceinte, probablement d'une fille, on ne sait pas, donc d'une Algérienne, qui a été égorgée quand elle avait 5 ans, mais qui a survécu. Donc elle a une énorme balafre autour du cou. Donc elle est une preuve vivante qu'il y a eu une guerre en Algérie dans les années 90, une guerre civile atroce où il y aurait eu 200 à 250 000 morts. Et donc, elle est en partie mal aimée à cause de ça, parce qu'elle est une preuve de cette guerre et qu'on veut oublier cette guerre. Et en plus, c'est une femme, et ce que montre en fait le livre, ce qu'il explique, c'est que les femmes sont de plus en plus mal vues dans une société de plus en plus religieuse. Donc ce qu'il montre, c'est qu'en plus, non seulement il y a eu une guerre civile, qu'on essaie d'oublier, mais qu'en plus, ceux qui ont fait cette guerre civile, les islamistes qui revenaient d'Afghanistan, qui se sont donnés à cœur joie en égorgeant à qui mieux mieux, et ce sont en partie du pouvoir culturel, et donc qui transforment petit à petit les esprits. Et en fait, on est intégralement du point de vue de cette femme qui n'a de cesse de discuter d'une manière intérieure avec son fœtus, son enfant, si tu veux, et qui se pose la question, est-ce que je te garde ou pas? Voilà. Et au travers, en fait, de ce soliloque qu'elle a avec son enfant, elle se pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'accoucher d'une fille dans un monde pareil? Elle va raconter son histoire tout en essayant de retourner sur les lieux où elle a été, où elle fait quoi comme métier? Alors, c'est une manucure, pédicure, coiffure. Donc elle n'est pas du tout journaliste ni professeur de technologie. Mais elle ne porte pas de voile. En fait, c'est une femme libre dans un pays qui l'est de moins en moins. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que en étant exclusivement du point de vue de ce personnage, tout est extrêmement fragmenté. On procède par brides, tout est mélangé entre le passé et le présent, et tout est très répétitif. En fait, il a une manière d'avancer, tu vois, on est comme prisonnier dans le présent. C'est un livre extrêmement organique, et il a des gestes extrêmement modernes. C'est-à-dire qu'il y a un chapitrage 1, 2, 3, 4, 5, il y a une trentaine, en fait, de chapitres par partie, il y a 3 parties, et en fait, ce qu'il est capable de faire, c'est d'inverser, il y a une partie 2 qui s'appelle le labyrinthe, tu vois, où il y a les heures, 9h59, 10h10, et d'un coup, tu te retrouves à 14h, complètement ailleurs dans l'espace et dans le temps, tu vois, mais sans l'annoncer. Il mélange, en fait, les moments, les temporalités, il les enlève sans l'annoncer, ce qui fait que tu te retrouves au milieu de nulle part, complètement vulnérable et complètement accroché, en fait, au point de vue de cette femme, sans savoir où tu te trouves. Et en fait, c'est très moderne parce qu'il place ainsi son lecteur dans la même situation que les Algériens, auxquels on a substitué une part de leur histoire, la guerre civile, et en fait on se retrouve au milieu de nulle part. En notant une part de cette histoire, tu as du mal à comprendre, tu te retrouves au milieu de nulle part dans une espèce de présent perpétuel, tu vois. Et je crois que Kamel Daoud avait cité Borges,
qui disait, je crois qu'il n'y a que le présent qui est infini. Tu vois, qu'il n'y a que le présent qui soit infini parce qu'on ne vit qu'au présent. Tu vois, en ôtant une part du passé, on ancre les personnes dans le présent et donc on les rend prisonniers du présent. Mais c'est aussi le problème de toutes les sociétés actuelles. Et là, c'est tout particulier. Oui. La présentification, c'est-à-dire que du coup, on ne sait plus qui on est. Et du coup, voilà, exactement. Et c'est ce qu'il montre. Il montre en fait que les Algériens ne savent plus qui ils sont. C'est un peuple, en fait, à qui on a ôté une part de l'histoire, ou qui ont un rapport très particulier à l'histoire, et en ôtant une part de leur histoire, on ôte une part de leur identité. Et du coup, ils sont extrêmement vulnérables, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence et beaucoup de suspense aussi dans son livre, c'est que on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas où on est. On est dans un pays étranger au sein même de son propre pays, si tu veux. Et c'est ça, et il montre cette part d'identité boiteuse et extrêmement dure, brutale. Il montre la brutalité et la violence de ce pays du fait de la volonté de l'amnésie, de la manipulation perpétuelle qui existe et l'impossibilité en fait d'aller de l'avant parce qu'il n'y a plus de passé et cette espèce on est prisonnier du présent. En fait, si tu veux. Et ça, il le montre extrêmement bien, il te le fait ressentir et c'est extrêmement oppressant tout en étant à l'air libre. Tu vois, on est souvent à l'air libre, on n'est pas. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois, à la différence des films qu'on a vus dont on parlait, tu vois, que ce soit, notamment le Conclave où il enferme d'une manière, voilà, on est enfermé. Et il montre un lieu clos, donc forcément, tu es oppressé. Et là, tout en étant dans un lieu ouvert, notamment le désert, tu es enfermé parce que tu n'as plus de passé et donc plus d'avenir. Et tu es enfermé dans le présent. Et ce livre est formidable il est formidable d'emprise en fait sur le lecteur. Tu vois, il y a quelque chose de très organique, d'organisme. Il arrive à te faire ressentir les choses sans les dire. Tu vois, tout ce que je te parle du rapport au passé, du fait de ne pas avoir de passé, donc de ne plus avoir d'avenir, il ne te le dit pas, il te le fait ressentir. Il est très humain au final. Tu vois, c'est un livre extrêmement humaniste qui mérite amplement son prix. Il a eu le prix Goncourt, je crois. Et donc, il faut absolument lire ce livre, même s'il faut avoir le cœur bien accroché parce que il alterne aussi une espèce de volonté de romantisation. Tu vois, elle parle, cette femme, il n'y a pas qu'elle qui parle d'une manière très, très romanesque, tu vois. Elle alterne ça avec un côté très descriptif, très très sensuel, avec une vision extrêmement crue des meurtres, une vision extrêmement crue des choses, une description extrêmement clinique et froide et détachée. Et donc on est ballotté entre le détachement clinique et la romantisation. Et donc il y a une violence qui se crée qui est formidable. Bon alors, moi j'ai un film et un livre. Qu'est-ce que je fais? Je fais dans quel ordre? Tu peux faire les deux en même temps parce que moi là. Les deux en même temps? Bah oui, moi j'ai dit mes trois, moi j'ai plus là. Ah bon, je commence. Non, alors je commence par le film parce que ça sera très court. Donc ça s'appelle Berger au pluriel. C'est un film de Sophie Dérapes qui avait déjà fait en 2020 un très beau film sur le mythe d'Antigone et elle avait fait Bête Noire en 2022. Donc là, c'est une autobiographie alors elle est canadienne, je précise, elle est québécoise et donc elle a adapté une autobiographie de Mathias Lefébure, qui lui aussi est québécois, et qui raconte son expérience. Il est venu dans le sud de la France. Alors l'Italie, l'Espagne et la France ont une grande tradition pastorale. Ouais. Vous avez entendu parler des transhumances de moutons et de vaches. Alors, tu peux définir. C'est quand même très important. En fait, c'est la société agraire qui date depuis les Grecs. Ça a peut-être 3000 ans. Ouais. Avant Jésus-Christ, donc ça a 5000 ans. Donc c'est-à-dire les bergers, c'était un métier très important qui traversait des régions entières, des montagnes, et pour l'été, comme il n'y avait plus d'herbe, qu'elle séchait, qu'elle mourait l'herbe, ils partaient dans les alpages et dès le début de l'automne, avec les orages et tout, ils revenaient dans les étapes. Voilà, et c'est ça que ça raconte. Alors c'est un jeune homme. Alors là c'est encore, contemporain ou Oui, ça se passe de nos jours, ça se passe en Provence, en France. Et donc, alors évidemment au niveau du scénario, alors c'est peut-être pas le scénario, c'est peut-être l'autobiographie, mais c'est sans doute vrai. C'est un jeune homme un peu naïf, c'est un personnage à la Rousseau qui arrive, il aime la nature, il est écolo, mais sans trop. C'est pas les écolos parisiens, là, dogmatiques. Oui, mais il vit dans la nature pour de vrai. Voilà, il aime ça, il aime la nature. Bon, alors il arrive à Arles, justement, une ville que je connais très bien, et c'est là qu'a lieu on peut pas appeler
appeler ça les marchés de transhumance, mais enfin les gros propriétaires de troupeaux cherchent des bergers parce que c'est un métier. En plus, on ne sait pas que c'est un métier. Maintenant, il y a une loi européenne, je crois, qui fait que à chaque berger, il faut trouver une bergère. Ah bon? Parce qu'en fait, ils souffrent de privation sexuelle quand ils partent avec leurs bêtes. On ne peut pas tout avoir. Hein. C'est pareil donc, depuis 5000 ans, j'ai envie de te dire. Bon, bah, voilà. Donc, ce jeune homme arrive, alors, il rencontre des gens, bon, enfin, je ne vais pas vous le raconter, donc il rencontre une jeune fille à qui il est allé, vous savez, l'administration française, dans toute sa splendeur, il doit remplir un dossier, bon, parce qu'il n'est pas français, ceci, cela, et il tombe amoureux, évidemment, de cette jeune fille, qui elle est bureaucrate, et ils vont partir bergère, voilà. D'accord. Alors, il a sa première expérience dans une ferme où là, c'est pire qu'au Moyen-Âge. Avec les moutons. Ah mais on martyrise les animaux, le type est odieux, en fait tout est odieux et il s'échappe avec un petit chien de berger. Et là, il rencontre une femme. Alors après, voilà. Mais en fait, ce qu'on apprend, alors le film, après, à partir du moment où il devient plus fictionnel, il perd un peu de sa saveur. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté, en fait, documentaire, vrai, faux documentaire. Alors là, évidemment, si on aime la nature, si on aime les animaux, si on aime la Provence... L'immersion, enfin, on est bien... Ah, mais on est vraiment complètement dans ce travail qui est un travail très, 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 très difficile. Hein. Oui, c'est pas Marie-Antoinette et ces 3 petits moutons là-bas dans le château de Versailles. C'est pas l'écolo parisien qui va... Ah, c'est pas non plus... eux, je les enverrai bien, tous ceux de la mairie, là. Je les enverrai s'occuper d'un troupeau. Parce qu'à un moment donné, évidemment, c'est fatal. Alors là aussi, ça pose une vraie question écologique. Une nuit, les loups attaquent. Ils en tuent beaucoup. Mais alors, la propriétaire des bêtes les accuse, dit un berger, ça doit toujours être là. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand les loups attaquent? Et pourquoi, après c'est la question, pourquoi ces loups qui viennent d'Italie, pourquoi les laisser? Parce qu'ils ont une place écologique, moi je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais comme les brebis, les moutons, même les béliers, ils n'ont pas le moyen de se défendre contre les loups. C'est pour ça qu'on tuait les loups, justement, avant. Exactement. Protéger les alors voilà, on est dans cette... Elle porte pas de jugement de valeur. Alors maintenant, c'est un film que je recommande. C'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est très, 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 très bien fait. C'est subtil. C'est subtil. Non, le moment du loup, non, parce que quand ils ont quitté la première ferme où les animaux, les humains, tout le monde était martyrisé, le chien, il n'est pas bête, le chien de berger, il a suivi le jeune et sa fiancée, pardi. Et donc ça devient leur chien, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait un berger? Maintenant, il faut qu'il ait une bergère, une femme, il faut qu'il ait un bâton de berger. Hein, c'est pas seulement de la charcuterie, attention, le bâton. C'est comme un sceptre, en fait, parce qu'à la fin, il y a ce geste symbolique. Elle lui rend son bâton, parce qu'elle l'engueule, la dame, elle le vire, parce qu'ils n'ont pas su protéger ses bêtes qu'elle adore par-dessus tout. Je crois qu'elle avait 600 bêtes. Donc c'est pas 3 petits moutons. Tu imagines un peu ce que ça représente? C'est énorme, oui, j'imagine. C'est énorme. Et il y a un autre film d'ailleurs qu'on peut mettre en parallèle qui s'appelle Le Clan des bêtes, qui est un film irlandais où alors là on voit les bêtes, mais c'est les humains pour se venger qui coupent les jambes les pattes, c'est pas des jambes, des brebis la nuit. Enfin, ces 2 films, ça revient. Mais alors avec l'écologie, tout ça, voilà. Donc on change d'époque. Alors puisqu'il fallait parler d'un livre, voici celui-ci. Alors ça, je l'ai découvert sur Internet. C'est un livre de 2020. Un beau désordre. Marco Caramelli, Un beau désordre. Daniel Pénac, qui s'est réveillé félinien, Nom d'un chien, quel magnifique roman. Voilà. Alors, c'est une collection chez Robert Laffont qui s'appelle Les Passe-Murailles et qui me parle, cette collection, parce que moi, j'ai commis Depardieu à Cinecittà et puis maintenant Marguerite Diamant-Bieu où je mélange le peu de choses que je sais sur le cinéma avec la réalité. Et j'en fais des romans. Ah ben ça, c'est ça. Alors, en fait, il n'a pas voulu l'appeler Federico Fellini. Il appelle Massimo Barbiani. Barbiani, c'était le nom de jeune fille de la maman de Federico Fellini. Il s'inspire vraiment de Fellini pour ce personnage. Je sais pas, il a dû se dire que de l'appeler Federico Fellini, il allait avoir, je sais pas pour quelle raison. Bon, cette collection, c'est ça, c'est mélanger la réalité avec le monde du cinéma, enfin les grands du cinéma, voilà. Et c'est alors je l'ai acheté parce que je vais faire une conférence à Rimini le 9 avril, donc sur Fellini et la littérature. Alors,
j'ai trouvé des livres qui parlent de Fellini et qui en font un personnage. Là, voilà. Donc, c'est Fellini pendant la grande crise qu'il a traversée au moment, après la Dolce Vita, qui a eu tous les succès planétaires. Oui, c'était demandé qu'est-ce que je peux faire ensuite. La question qu'il pose, c'est comment cet homme qui est arrivé au fait de sa gloire, il avait 42 ans, il lui tombe tous ses honneurs, l'Oscar, la gloire, quoi. La gloire, et avec l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire l'horreur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Il fait 8,5. Et ben, il fait pas 8,5 comme ça. Il prend quelques notes sur un réalisateur qui, alors ça, c'est pas un sujet porteur, hein. Je vais voir les producteurs, je vais dire, voilà, j'ai eu la Dolce Vita, je vais faire un film sur un réalisateur qui peut pas faire de film. Ah bon, d'accord, c'est intéressant. Et en fait, ce qu'on lui reproche, lui, c'est le problème de la page blanche de Mallarmé, c'est-à-dire la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, et qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ou faire ou réaliser? Alors, il écrit avec d'autres scénaristes un petit sujet, je crois qu'il fait 16 pages, et comme il est connu, archi connu, bon, bien les producteurs le prennent, et on construit les décors, on fait tout, on fait le casting, on a les acteurs, et le matin, il se lève, il écrit sa lettre de démission, il écrit c'était Grimaldi, je crois, et au producteur, il écrit, voilà, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir faire le film. Et en fait, il y a le machiniste qu'il aimait beaucoup, qu'on voit d'ailleurs dans les films de Fellini, on le voit d'ailleurs dans 8,5, qui lui dit « Maestro, venez avec nous, on a fait une fête de début du film. Quand tout est prêt, qu'on va commencer, c'est quand le clap. Il arrive, là, il voit ça, il dit « Mais je ne peux pas les trahir, c'est pas possible. Et donc, il va faire ce film qui va être un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, dans lequel il met en abîme justement son désir de créer, et son impossibilité à créer. Et c'est ça sans arrêt. 8,5, c'est un de ses plus grands films aussi. Je crois que je le préfère à Dolce Vita. Bah, c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, c'est pas pareil. Mais c'est lui qui invente en fait la mise en abîme au cinéma. Ce que j'aime bien, c'est le côté justement, il a parfaitement réussi aussi le côté hallucinatoire en fait. Justement, il arrivait, je crois, ça doit être un des premiers à avoir fait ça, où il utilise tous les décors réels, toute la réalité, et il est sur une fine ligne entre la réalité et justement le fantasmagorique. On sait que c'est fantasmagorique. Non, parce que dans 8,5, c'est justement ce qui est intéressant. Ah ouais? C'est que ce n'est pas la réalité. Oui, mais dans des décors. Non, mais attends, j'ai pas fini. On est dans les décors du film qu'il est censé faire, mais qui ne sont pas finis, parce qu'il ne sait pas si le film va s'arrêter ou pas. Si tu regardes bien, tu verras, par exemple, les passages qui sont à l'intérieur du Grand Hôtel, de la station thermale, tu verras, il y a des gravats, c'est comme si les décors, tu vois, tu te dis, bon merde, il va le faire ou pas son film. Je me rappelle l'autoroute aussi. Ah, mais ça, au début du film, je crois, non? Non. Ah oui, quand il est je croyais que tu parlais de l'autoroute dans Roma. Oui, non, oui. Non, c'est un embouteillage. Oui, il est dans sa voiture et il souffre de claustrophobie, il veut sortir, il s'envole et c'est là que le producteur le rattrape par un filin. C'est ça, il tombe. Et il tombe. Je me rappelle du coup il se réveille. Le coup de téléphone, quand il fait drink, il s'affaisse petit à petit. Tu vois, quand ça sonne, il commence à voir les genoux qui fléchissent à mesure que le téléphone sonne. Oui, mais ça c'est autre chose, parce qu'à la fin de ce cauchemar, il est happé par le producteur, il est dans son lit, il se réveille à un sursaut, et en fait, il est dans l'hôtel des Thermes, où on lui a recommandé d'aller faire une cure thermale pour se remettre de ça. Bon, enfin, ça nous éloigne un peu de ce livre, qui est un livre, en fait. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé la première partie, après ça, je le dirai peut-être pas à Rimini. Dans la deuxième, après, il mélange tous les films. En fait, il aurait pu faire un journal de tournage imaginaire de 8,5. Non, mais après, par exemple, il prend d'autres exemples d'autres films. Alors, par exemple, la fameuse scène où Fellini, enfin, c'est Marcello, évidemment, c'est Guido qui rencontre celle que Fellini appelle l'âme de toutes les femmes, donc qui est Claudia Cardinal. Ben là, lui, il va prendre le passage de la Dolce Vita. Alors on se demande bien pourquoi. C'est Anita Ekberg, le moment où elle trouve un petit chat dans la rue juste avant d'aller se baigner dans la fontaine de Trévi. Donc il reprend ce passage. Pourquoi n'a-t-il pas pris la promenade nocturne avec Claudia Cardinal? C'est plus emblématique, je présume, ce moment avec Anita Ekberg. D'ailleurs, entre nous, moi la Dolce Vita, on le résume souvent avec ce moment dans la fontaine de Trévi avec Anita Ekberg. Le film fait 3 heures. Parce que c'est devenu emblématique. Oui, mais enfin, je sais pas moi, c'est comme
C'est comme si on prenait 10 pages des Misérables. Voilà, c'est Les Misérables, ça fait 1200, je crois que ça fait 1500 pages Les Misérables, et voilà, on prend 10 pages. Il n'y a pas que ça. Bah, dans Les Misérables, on a fait ça aussi. Hein. Oui, enfin. Quand, par exemple, on a pris le passage des Chandeliers. Oui. Ou voilà. dans les égouts. Oui, oui, oui. Alors qu'en réalité, c'est Ben, oublier le reste. Je trouve ça oui, dommage. non. En fait, c'est parce que Gavroche, ouais. c'est le cinéma, c'est-à-dire L'éléphant. que ils ont pris ce passage-là parce que c'est devenu iconique. Mais ça ne représente pas très bien le film, je trouve. Parce que justement, on dirait Bah, si, dans ce pour moi, oui. dans ce passage-là, il y a quelque chose de fantasmagorique, mais justement, le film critique le rapport à la réalité. Non, de ces c'est gens, pas je trouve. fantasmagorique. D'ailleurs, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Fellini avait lu d'ailleurs, je me demande si c'est pas Anita Hébert. Un soir, elle était un petit peu pompette. Elle est allée se baigner dans la fontaine de Trévi. Et il a remis. Alors, il en a fait une scène fellinienne, mais peut-être Oui, sans mais le film, vouloir. Hein. ce que je veux dire par là, c'est que le film est terrible par rapport au suicide de son meilleur ami qui tue sa femme. Il suicide pas, il tue sa femme et Non, ses il enfants. tue ses enfants. Il tue ouais. ses enfants. Après, il y a le rapport. Non, aux il tue médias. pas sa femme. Il tue pas sa femme. Non, il Non, tue il ses tue enfants. Il ses se tue enfants. lui. Après, doit l'annoncer à sa femme. Puis il y a les journalistes qui sont Oui, là. oui, non, mais je reconnais très bien. Ce Oui, que oui. je veux dire par là, c'est que le film, oui, il y a ce côté fantasmagorique, mais il montre l'envers du décor de la fantasmagorie, justement. Oui. Et qui est très, Mais très sombre et c'est- très glauque et très intelligemment, je trouve. Et justement, de rattacher exclusivement le film à cette scène-là, c'est oublier tout le reste. Mais non, mais personne tu vois, n'a je rattaché. C'est que, par exemple, tu as la scène, tout un tas de. On va prendre les films de la nouvelle vague. Tu prends un film de Godard, il y a un passage qu'on met en évidence parce que c'est un peu le passage. Tu l'aimes, dans le mépris, tu Oui. les aimes, mes fesses, c'est toujours ça qu'on cite. Oui. Qui n'est Mais- qu'une toute petite partie du film. Oui, mais c'est référentiel. C'est moi. Le cinéma, c'est référentiel. Mais oui, moi, ça me choque pas. Mais moi, si tu veux, Du moment qu'on parle des films qui ont une importance dans l'histoire du cinéma, moi je dis tant mieux.